on va vous parler, comme on vient de le dire, d'Azure DevOps, anciennement TFS, anciennement VSTS, anciennement Visual Studio Online, donc les noms évoluent. Et on va vous montrer un petit peu tout ce qui existe dans les nouvelles fonctionnalités d'Azure DevOps et comment créer, comment utiliser un projet dans Azure DevOps. Cool, c'est parti. Alors, qui parmi vous est Dev? Qui parmi vous est Ops? Qui parmi vous est DevOps? Okay. Ça c'est cool, parce que ce titre il n'existe pas. Dommage. Donc, c'est quoi le DevOps? C'est une nouvelle façon de travailler qui va permettre de faire communiquer ensemble les devs et les ops ensemble. Historiquement, comment ça se passait? C'était les devs tapaient leur code, et une fois que le code était terminé, ils prenaient la patate chaude, ils envoyaient ça de l'autre côté du mur, et là, les ops, ça explosait, ils se demandaient « Merde, je ne sais plus ce qui s'est passé, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, moi, mon travail, c'est la stabilité de la plateforme, et là, avec ce qu'ils ont fait, rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Ah, merde, comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire ça? Alors, depuis les années 2000, 90, il y a pas mal de différentes méthodologies qui sont apparues, il y a l'agilité, il y a le Scrum, il y a plein de choses. Et le DevOps, c'est aussi une méthodologie. C'est comme l'agilité, il n'y a pas des lignes, il n'y a pas une Bible à suivre ligne par ligne, c'est plutôt comment est-ce qu'ensemble, entre Dev et Ops, on pourrait faire cohabiter les équipes ensemble. Alors, il y a plein de façons différentes d'y arriver. Ça, chaque entreprise a la sienne. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le DevOps, il y a des clés. Il y a des facteurs qu'on pourrait mettre en place pour voir si on va plus vers le DevOps que vers quelque chose de plus bloquant. Par exemple, il y a le MTTR. C'est quoi? C'est le Mean Time to Restore. C'est-à-dire que quand on a un bug en prod, combien de temps vous faut-il, vous, en tant qu'entreprise, pour revenir dans la version précédente? Donc vous venez de mettre à jour, pour vous, réfléchissez combien de temps vous faut-il pour rollbacker vers la version précédente. Parmi vous, il y en a qui ont des belles expériences là-dessus? Ouais. Moins de 12 heures, ça compte. Et tout ça, c'est aussi... Il y a la même chose à l'inverse, c'est combien de temps faut-il lorsque vous avez terminé d'écrire votre code et que vous voulez mettre en production. Aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, je prends le cas dans ma société, chez Ingenico, il y a tous des flux d'approbation. Il est clair que dans le domaine où on travaille, c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire nous demande beaucoup de sécurité et aussi il y a certaines certifications comme le PCI qui nous obligent à suivre des règles bien particulières. Aujourd'hui, chez Ingenico, il faut au minimum 6 à 10 semaines pour avoir quelque chose en prod. C'est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une idée, il faut compter que l'idée elle soit développée et que pour qu'elle arrive en prod, il faut quelques mois pour que ce soit effectif. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est grâce au DevOps. Je ne vous dis pas que c'est la Bible, ce n'est pas le nouveau Coran, peu importe de quelle religion vous venez, ce n'est pas la nouvelle règle végane à suivre. Mais pour faire ça, Microsoft a lancé Azure DevOps récemment. C'est pas moi. Pas moi non plus. Et dans ce que Microsoft a vu, il a revenu 4 facteurs importants. La première chose, c'est planifier. C'est de voir, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme dans l'agilité, c'est de simplement avoir un backlog et de se dire vers où on veut aller. La deuxième chose, c'est développer et tester. Donc, il est clair qu'un développeur, quand il commence à développer, il doit tester. S'il ne teste pas, c'est quand même pas un très bon développeur. J'en connais, il y en a dans la salle. Je ne vais pas balancer maintenant. Damien, ça va? Ensuite, c'est la partie Ops qui rentre en compte. La partie Ops, c'est quoi? Son but, c'est de délivrer, c'est d'avoir une stabilité de la plateforme. C'est-à-dire que pour eux, si les développeurs ne développent plus, pour eux, ils sont bons. Ma plateforme, elle est stable, elle continue à tourner, et je veux pas que ces petits développeurs là-bas qui font des trucs bizarres de leur côté nous disent « Ah, j'ai quelque chose à mettre en prod ». Pour eux, tant qu'il n'y a rien qui arrive, c'est bon, on peut continuer à vivre. Et finalement, c'est quoi? C'est que lorsque ça fonctionne en prod, on vient à monitorer et regarder ce qui se passe bien et ce qui se passe mal. D'accord? Donc, et tout ça, c'est un cycle. Finalement, si on tourne en rond, on va planifier, on va développer et tester, on va délivrer quelque chose, on va le mettre en prod, et finalement, on va monitorer. Et quand je vous parlais tout à l'heure de temps, regardez aujourd'hui et hier. Hier, pour changer de roue, il fallait ceci. Donc, il y a une personne qui change les roues et l'autre qui commence à frotter la vitre. C'est très important, la vitre. Et donc, ça prend, allez, 67 secondes, il me semble. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he Si maintenant,
on s'améliore. Si ensemble, on voit que les roues, il y en a 4, on peut mettre 4 personnes pour mettre des roues, 4 personnes pour les retirer. Ça donne ça. « 3 secondes 4, à peu près. J'ai chronométré, on y est presque. Quelle est l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on peut mutualiser, c'est qu'on peut ensemble aller plus vite et d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on veut faire. Le DevOps, c'est pas uniquement ça. C'est aussi de se dire, est-ce qu'ensemble, entre un Dev et un Ops, est-ce qu'on peut ajouter de la fonctionnalité tout en gardant de la stabilité? Et donc, ce qu'on va avoir dans Azure DevOps, ou tous les noms, je ne sais jamais que des évolutions d'un outil qui a quand même déjà maintenant plusieurs années, ce qu'on va avoir, c'est toute une série de modules qui sont mis à notre disposition. Alors, ça peut être on-premise, donc installé dans votre entreprise, et là, vous aurez la version Azure DevOps Server, anciennement TFS, ou la version Cloud, et là, je vais vous montrer, ça prend 3 secondes pour créer un nouveau projet. Est-ce qu'il y a des étudiants ou des personnes qui ne font pas partie d'une entreprise dans la salle? Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est tout ce que je vais vous montrer ici, c'est pour tout le monde, pour vous aussi, mais pour tous les autres aussi. C'est entièrement gratuit, on reviendra à la fin. Donc toutes les fonctionnalités, Microsoft les met à disposition gratuitement pour tout ce qui est petite équipe de développement ou tout ce qui est projet open source. Petite équipe, c'est moins de 5 personnes. C'est-à-dire en clair, il faut être une entreprise de plus de 5 personnes pour du coup devoir payer, on va dire, ces différents environnements. Mais donc on va voir, on va les parcourir dans quelques secondes. On a différents modules. Le premier, c'est l'Azure Board, dans lequel vous allez retrouver tout ce qui est dashboard, donc avoir une vue synthétique de toutes les fonctionnalités. Je vais y revenir tout de suite par une démo. On a la gestion d'un wiki pour tout ce qui est éventuellement documentation collaborative entre les personnes avec les développeurs. On va avoir la gestion du backlog et des sprints, les classiques entre guillemets en agilité, la gestion des requêtes, et puis ensuite tout le reste, Azure Pipeline pour pouvoir faire de la compilation, du déploiement automatisé, des gestions de librairies, package NPM, package NuGet ou que sais-je pour pouvoir se retrouver dedans, Azure Repository avec du Git ou du TFVC, donc les deux systèmes fournis par Microsoft pour gérer vos fichiers, vos branches, vos commits, vos pull requests. On va avoir tout ce qui est Azure Test Plan pour pouvoir faire les tests, donc définir des plans de test, les valider ces plans de test, voire faire des tests de charge. On va pouvoir envoyer 5000 requêtes à la seconde dans le système et voir un peu comment ça tient. Et finalement, l'Azure Artifact qui va vous donner la possibilité d'enregistrer des packages à déployer entre applications, entre développeurs par exemple. Et donc tous ces modules sont mis à votre disposition et en gros, il n'y a plus qu'à les utiliser pour pouvoir les mettre en place. Donc le premier module qu'on va voir, c'est l'Azure Board. L'Azure Board, c'est d'abord besoin de créer un projet. Alors je vais vous le montrer, il y a une adresse à retenir pour pouvoir créer un projet, c'est celle qui se trouvait sur ici, azure.com/devops. Quand vous allez sur cette adresse, la première chose, on vous demande de créer un compte, donc de vous enregistrer, et ensuite vous arrivez sur le portail et vous pouvez créer 1, 2, 3, autant de projets qui vous intéressent. Quand vous créez un projet, encore une fois en quelques secondes ça va pouvoir être réalisé, vous lui donnez un nom, vous lui donnez éventuellement une description, vous choisissez simplement le type de dépôt de repository Git ou TFVC. C'est clair que maintenant, les nouveaux projets, en règle générale, on part plutôt sur du Git au niveau évolution et intégration avec d'autres systèmes, c'est quand même parfois plus simple. Et alors, on demande également la gestion des tâches, c'est-à-dire le modèle dans lequel les gestions de tâches qu'on va utiliser vont se définir. En gros, ça ne fait que changer les noms des différents éléments. C'est-à-dire, d'un côté, on va parler, par exemple, en agilité d'une story, alors qu'en Scrum, on va parler d'un product backlog item. C'est la même chose, simplement le libellé est différent d'un processus à l'autre. Parfois, les workflows vont être différents. Par exemple, en CMMI, on le verra, on a la possibilité de pouvoir donner des différents états successifs pour faire valider une tâche. Une tâche, elle est nouvelle, elle passe en réalisation, elle passe en résolu, elle passe en vérification, elle passe en production, etc. Et donc, on va pouvoir avoir différents types de tâches possibles. Souvent, on prend soit Agile, soit Scrum. En règle générale, maintenant, c'est souvent des méthodologies Scrum qui vont être appliquées. En fonction du modèle, les noms vont changer, mais la structure est la même. Et voilà donc ce qu'on va retrouver comme ce qu'on appelle des work item templates, donc des modèles de tâches. On va voir, on a des tâches, c'est la brique jaune qui est là, qui va vous représenter le contenu d'une tâche, de ce qu'il y a besoin de développer. Au-dessus de tout ça, et c'est ça qui est intéressant quand je dis au-dessus, c'est que ça va être hiérarchique. Contrairement à beaucoup d'autres systèmes, je pense à des systèmes, notamment à Jira, qui est un des plus connus également dans le système, vous allez pouvoir ici définir une hiérarchie dans vos différents éléments, donc notamment définir des epics, des features, des stories, des tasks, des issues, des bugs, bien entendu dans le système, et donc mettre tout ça de manière hiérarchique pour avoir un classement.
Et donc on va pouvoir se faire des vues dans lesquelles on va retrouver par exemple tout ce qui est features, et on aura peut-être une dizaine. Et si on a besoin d'avoir le détail, on appuiera sur le plus pour ouvrir l'ensemble des paramètres qui sont en dessous. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer ici en quelques secondes une tâche, enfin des tâches, et on va essayer toujours de penser dans la logique d'écriture en disant comment décrire correctement une tâche en termes de bonnes pratiques. Ayez toujours en tête la phrase « en tant que une personne, un groupe, je voudrais faire quelque chose » et là vous décrivez complètement votre fonctionnalité, et ainsi ça me permettra d'obtenir tel bénéfice. Cette phrase-là, je dirais que c'est une phrase assez importante qu'on retrouve régulièrement dans la littérature du domaine agile, parce que ça vous donne énormément d'informations aux développeurs et par la suite à vous aussi, lorsque vous avez besoin de savoir ce qu'il faut faire, qui va utiliser ce qu'on est en train de développer, qui va l'utiliser, pourquoi faire et qu'est-ce qu'il va apporter comme information, comme bénéfice supplémentaire. Alors le plus simple, c'est peut-être passer directement en version démo, je dirais. Donc on va voir un petit peu ces différents composants. Donc je vais revenir sur le site web. Voilà, quand vous avez créé un projet, et donc je vous ai montré, vous créez une adresse email, vous vous enregistrez dans le système et vous avez directement un projet ici qui s'appelle par exemple, dans ce cas-ci, démo Smart Hotel 360. À partir de là, on a la possibilité de voir les différents modules dont j'ai parlé, avec à chaque fois, donc on voit Overview, le dashboard, le wiki, le board avec ses différentes vues, Work Items, Sprint, etc. Par exemple, dans les Work Items, je vais retrouver toutes les tâches qui ont été déjà, dans ce cas-ci, récemment créées, qui me sont assignées, et donc on va ici nous en créer quelques-unes. Alors, si on doit créer une nouvelle tâche, il y a plusieurs manières. Le plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton plus et on peut créer un nouveau work item. Si je mets dans le syntaxe ou le mode Jira, ça sera une issue. En Azure DevOps, une work item, c'est ceci. Donc, par exemple, je peux créer une tâche. Une tâche, s'il veut bien, voilà. Une tâche contient un libellé de tâche, un descriptif, des informations sur la vélocité de la tâche, l'activité, les regroupements, etc. Donc tout ça, ce qui me permet de tracer et de retrouver beaucoup plus facilement mes composants, mes éléments associés à une tâche. Si je reviens et que je demande de créer un bug, ça va me donner un écran très similaire, mais avec ici la possibilité de donner des informations sur les étapes pour reproduire le bug. Donc vous voyez que les écrans, en fonction du type de work item choisi, vont varier, vont être un peu différents. Donc par exemple, je vais ici me mettre au niveau d'un backlog. Dans un backlog, on peut en créer plusieurs. Il y en a un qui a déjà été fait dans la démo. Voilà, par exemple, je me retrouve ici avec deux éléments consacrés au backlog. Il y a le smartphone experience, le web experience, et vous voyez l'aspect hiérarchique dont je parlais, on peut les regrouper facilement et les retrouver. Quand j'ai besoin d'accéder à une tâche, il suffit de cliquer dessus, évidemment, j'ouvre le product item backlog par exemple, et je peux retrouver les éléments. À partir de là, je vais pouvoir, bien entendu, créer des nouveaux éléments, des nouvelles tâches. Soit j'appuie sur le bouton plus là-bas, mais comme je suis dans un backlog, je peux directement demander de créer ici un nouveau work item, dans ce cas-ci, par exemple, une nouvelle épique, que je vais, par exemple, appeler DevD 2018. J'ajoute au sommet ici ce nouvel épique, et à l'intérieur duquel je vais pouvoir créer des nouveaux éléments, je dirais, d'abord des nouvelles features. Donc je vais l'appeler le premier... je ne sais pas, feature DD 2018, je pourrais être très original. Où est ma souris? Là, voilà. Et je vais créer pour finir un dernier élément qui est un product backlog item, et je vais l'appeler item DD 2018. Voilà. Donc pour les créer, vous voyez que c'est assez rapide, c'est assez visuel, et on peut compléter, bon ici je ne mets que le titre, mais évidemment vous pouvez compléter l'ensemble des informations de ce type-là, de cette manière. Alors une fois que j'ai créé ceci, pour les retrouver quand vous en avez des milliers, évidemment le plus simple c'est de retrouver par l'intermédiaire de requêtes. Donc dans la rubrique des queries, vous avez toute une série de requêtes déjà prédéfinies par l'outil, notamment les requêtes qui vous sont assignées, celles que vous avez créées, celles qui sont des bugs d'importance majeure, etc. Mais vous pouvez créer une nouvelle requête. Créer une nouvelle requête, c'est très visuel et très simple. Vous appuyez sur ce bouton de création de requête. Vous voyez ici un écran qui vous demande sur quoi vous voulez rechercher dans votre requête. Je vais demander, moi, de rechercher. Je vais revenir sur mon backlog pour retrouver l'ID. J'aurais dû le repérer tout à l'heure. Voilà. Le DevD 2018, il possède le numéro 634. Donc je vais demander, donne-moi tous ceux qui sont au-dessus de 634. Donc je vais lui dire, donne-moi tous les ID. Oups.
supérieur ou égal à 900, je ne sais plus combien j'ai dit. 634. Voilà. Et je vais demander de faire ça de manière arborescente en faisant parent-enfant. Si j'appuie sur exécuter, voilà, j'obtiens un sous-élément. Dans ce cas-ci, c'est uniquement ce que j'ai créé, évidemment, dans la liste. Je peux donc l'enregistrer. Je vais l'appeler query 2018. J'ai oublié le DD. Query DD 2018. Voilà. Donc, dans mes requêtes, j'ai à ma disposition cette requête que je peux partager avec mes collègues sans aucun problème. Et j'ai la possibilité également de visualiser, déjà le contenu évidemment de cette requête, pour l'utiliser. Et ce qui est très pratique, et ce que moi personnellement j'utilise à chaque fois, c'est que je vais pouvoir ouvrir le contenu de cette requête dans Excel. Alors pourquoi ? D'abord, ça va me permettre d'ouvrir entre guillemets les fonctionnalités pour pouvoir faire des statistiques complémentaires, ajouter des fonctions supplémentaires dans mon outil. Mais moi, ce qui va m'intéresser dans ce cas-ci, et ce que je fais personnellement à chaque fois, c'est qu'au lieu d'écrire mes requêtes, et au lieu d'écrire mes tâches, mes work items directement dans Visual Studio, dans Azure DevOps, donc le Visual Studio Online, je vais le faire dans Excel. Ça sera beaucoup plus rapide. Par exemple, je reviens dans un fichier ici où j'ai déjà préécrit en quelque sorte mes éléments. Je vais, voilà, CTRL-C. Je reviens dans mon Excel et dans mon Excel, je vais le mettre à partir d'ici. Je colle tous mes éléments et vous voyez qu'il y a titre 1, titre 2, titre 3 qui donnent la hiérarchie en quelque sorte dans le projet. Alors il y a quelques données qui sont obligatoires. Je les définis tout celles-là en tant que Product Backlog Item, sauf que ceux qui sont au niveau titre 2, je lui dis ça c'est une feature, ça c'est une feature, ça c'est une feature et ça c'est une feature. Et je peux ainsi très rapidement venir créer tous mes éléments. Et l'avantage de cet outil, c'est que non seulement il me l'a affiché dans Excel, mais il est bidirectionnel. Donc je peux simplement refaire un publish et tout ce que je suis en train d'écrire, toutes les tâches, entre guillemets, sont republiées directement sur le serveur. Donc je reviens dans mon website, je rafraîchis et je vais me retrouver ici avec l'ensemble des tâches que je viens de créer et qui ont été créées en quelque sorte en quelques secondes, quoi. Voilà. Hébergement, mise en place, tracing, monitoring, toutes mes tâches sont ici. Je peux après compléter, bien entendu, rajouter des colonnes, rajouter des éléments. Vous pouvez mettre du temps, vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre des assignés AR, de qui va le gérer, etc. Donc vous pouvez gérer entièrement tout votre outil, en quelque sorte, directement à partir d'Excel, par exemple. Alors le board ne s'arrête pas là. Ça, c'est la création des tâches, c'est par là qu'on commence. Ensuite, bien entendu, il y a tout ce qui est gestion de sprint. On a une sorte de Kanban, donc une vue visuelle, format carte, tel que les Kanban le gèrent. Vous allez retrouver donc toutes vos tâches à ce niveau-ci. Vous allez pouvoir à un moment donné les assigner à la bonne personne si ce n'est pas déjà le fait. Vous allez pouvoir prendre une tâche et simplement venir la déplacer dans une autre colonne pour dire elle n'est plus en état to do, mais elle est en état in progress. J'ai juste besoin de la placer à cet endroit-ci. Et je peux même créer des nouvelles tâches directement à partir de cette vue. Personnellement, c'est cette vue-là que nous, on utilise à chaque sprint planning pour voir d'abord le sprint review où on en est qu'on est bien dans la colonne des dawns, et à chaque fois qu'on doit créer des nouvelles tâches, on les crée directement à ce niveau-là, et tout se fait de manière très très facile. Tout est entièrement customisable, vous pouvez tout personnaliser dans tous les sens par rapport à cette gestion. Fais juste attention, tu as changé quelque chose en in progress, les gens vont croire que je travaille. Déjà, au boulot, oui, c'est vrai, ça, c'est pas habituel, ça. On va te remettre effectivement. Je préfère le dire avant que vous le dites. En to do, ouais, voilà. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un bug dans le système si on te laisse en in progress. Alors, dernier point que je voudrais montrer ici avant de repasser la main pour qu'il travaille quand même un petit peu, c'est le dashboard. Donc le dashboard, je l'ai cité, c'est la possibilité, encore une fois, de pouvoir en créer plusieurs et vous pouvez en mettre en favori. Mais donc c'est la possibilité d'avoir une vue globale, une vue générale. Et là, on travaille avec un système dit de widget. Donc on peut demander d'éditer le tableau et venir rajouter une panoplie, je dirais monstrueuse, de différents types de widgets que vous pouvez donner avec des dimensions différentes. Et qu'est-ce qu'on a comme widget ? Vous voyez, des possibilités de mettre des petits graphiques pour voir combien de tâches ont été faites, résolues, combien de personnes ont travaillé sur ce projet, la liste évidemment des projets, l'état des états de compilation du projet, etc. Et vous retrouvez le nombre de tâches, la liste des items, est-ce qu'on évolue dans le bon sens, dans le temps, etc., les board-on graphiques et autres. Donc tout se retrouve à ce niveau-là. On peut en créer plusieurs, donc ça permet d'en faire des dashboards accessibles plus aux développeurs pour des aspects plus techniques pour eux, voire des dashboards évidemment plus évolués pour une direction ou pour un suivi de client, par exemple. Voilà, ça me permet ainsi d'avoir, je pense, parcouru déjà l'ensemble des fonctionnalités associées à cette vue, à ce dashboard. Je ne sais pas si... Hop. Donc je te repasse la main. Merci, Denis. Alors, pour la suite. Azure DevOps, ce n'est pas uniquement aussi cette partie board, c'est aussi une partie liée au... je vais
trop vite. Non, ça c'était pour toi encore, Denis. T'avais encore un truc à dire? J'ai encore à parler. Ah oui, Ouais, les best practices, les bonnes c'est pratiques. bien aussi ça. Donc ce qu'on recommande quand même effectivement en termes de code, c'est si possible, non pas si possible, à chaque fois de remonter le code régulièrement, et moi je dis au moins une fois par jour, pour des questions notamment de backup, voire de suivi. Il suffit qu'en rentrant le soir, on ne vous le souhaite pas, mais vous cassez une jambe, ça paraît bien pouvoir donner le code à quelqu'un d'autre. De relier le code au work item. En termes de remontée de code, on le verra, il suffit de faire un dièse, le numéro de la tâche, et automatiquement Azure DevOps se charge du reste jusqu'à l'aspect mise en production. On saura dans la production qui a créé et qui a travaillé sur cette tâche. De mettre le temps restant et le temps passé si vous travaillez de manière temporelle, ce qui est quand même régulièrement le cas en entreprise. Et également de mettre à jour l'état de la tâche. On le dit souvent, mais souvent c'est oublié par les devs. Si on ne dit pas que la tâche passe en in progress ou passe en done, évidemment on ne peut pas savoir où on en est dans le projet. Voilà, donc je te repasse la main. Merci. Enfin. Donc, Azure DevOps, il y a aussi une partie repo. Donc là, dans la partie repo, c'est comment stocker son code. Comment est-ce qu'on va mettre son code dans le cloud. Microsoft a pensé à deux choses. Donc, celle que vous connaissez peut-être tous, c'est Team Foundation Version Control. Et depuis quelques années, le Git est arrivé en masse sur TFS, précédemment TFS et maintenant Visual Studio Online. Et Azure DevOps, pardon. Je l'ai fait. Alors, comment ça fonctionne? Git, je vais prendre dans notre exemple ici Git. Git est un système de code sourcing décentralisé. C'est-à-dire que vous allez avoir un serveur central ou plusieurs serveurs centraux. Dans ce cas-ci, on va rester dans un seul serveur qui va contenir tout notre code. Et chaque personne qui veut reprendre le code va simplement aller chercher la base de données complète du repository et la mettre sur sa machine. Donc jusque-là, c'est juste Git. Git comment? Merci, tu suis? Non, c'est Git... comment? Git clone, tout à fait. Merci. Git clone, et directement, on va récupérer le code sur sa machine. Toutes les personnes qui veulent en travailler, si ce soit Martine, Denis ou moi, par exemple, on va simplement aller chercher le code, et dans ce code-là, on aura tout l'historique qui sera présent. Quand on a fini de faire quelque chose, on fait simplement un commit qui va être mis en local, et lorsqu'on a tout ce qui nous convient, on va le remonter. Comme Denis l'a dit, il est important de remonter à chaque fois son code tous les jours. C'est un minimum. Il y a le bus qui passe tous les jours. Si vous faites écraser par le bus, la société devrait quand même continuer à travailler. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça dans des bonnes stratégies? C'est qu'on choisit au niveau de son branching, parce qu'on peut faire du branching en plus dans Git, avoir quelque chose de compréhensible par tout le monde et qui soit adapté au projet. Je m'explique. Si vous avez une application qui vient simplement à créer un package, vous n'avez pas besoin d'avoir une gestion de branches ou une gestion très compliquée au niveau des branches. Donc, par exemple, le GitHub Flow peut convenir simplement à votre entreprise. À l'inverse, enfin à votre projet. À l'inverse, si vous avez quelque chose qui soit beaucoup plus complet, où il faut du release management, ou alors lorsque vous publiez quelque chose, il faut un certain laps de temps, vous devrez peut-être plus vous orienter vers du Gitflow, qui sera beaucoup plus adapté à votre système. En plus de ça, Microsoft, dans sa partie d'Azure Repo, a mis en place les pull requests. Les pull requests, c'est quoi? C'est simplement lorsqu'on a fait un commit qu'on veut mettre ça vers une autre branche, de pouvoir faire valider son code par d'autres pairs au niveau de l'entreprise. Et avec ça, on a la possibilité aussi de lier ce que Denis nous a présenté, des work items, que ce soit des product backlog items ou d'autres items présents dans le backlog. Et finalement, on peut également aussi faire un build. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on fait son code, Visual Studio va être en mesure, enfin Azure DevOps, je les ai tous faits, ça y est, Azure DevOps va vous permettre simplement de reprendre le clone, le merge entre les deux, et va builder ce merge pour voir si vous n'avez pas de régression, si dans votre code, vous n'avez pas fait planter quelque chose, s'il n'y a pas un problème quelque part. Et ça va être grâce aux builds qui seront faits. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important de pouvoir builder. C'est un des éléments, nous, que maintenant on met en place à chaque fois, c'est que dès qu'on remonte son code, de demander au système de compiler automatiquement, surtout que, encore une fois, on le disait tout à l'heure, Microsoft fournit aussi des serveurs de compilation. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir des machines chez vous. En plus, pour les projets open source, c'est gratuit. Et donc, vous avez juste besoin d'utiliser le système et ça compile. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Simplement, ici, on est toujours sur le projet Smart Hotel 360. On a ici notre repository avec nos différentes branches qui sont disponibles. Je ne vais pas aller plus loin pour la partie Git, mais tout ce que j'aimerais vous montrer, c'est le fait qu'avec Azure DevOps, on a la possibilité d'avoir des fichiers Markdown, par exemple, comme celui-ci. Donc, tout le monde connaît le Markdown? Qui ne connaît pas le Markdown? Parfait. Alors, simplement, on peut avoir le preview en direct, on peut venir l'éditer, etc.
Ce qui est vachement intéressant lorsque on veut faire de la documentation dans le code. En plus de ça, et Denis ne l'a pas encore dit, c'est que Azure DevOps permet d'avoir un wiki qui est écrit en Markdown. Le wiki va être hébergé comme si c'était un projet, un repository. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire des changements dans ce wiki, ça va être par rapport à des branches. Vous allez créer vos différents fichiers, et lorsque vous êtes content de ce que vous avez fait, vous allez pouvoir merger ce que vous avez écrit en Markdown dans la branche master qui va être disponible dans le wiki. En plus de ça, on peut récupérer l'historique de nos différents commits. Donc à ce moment-là, ça nous permet de voir qui a travaillé sur quoi et quelles sont les modifications qui ont été réalisées dans le temps, avec un graphe, une visualisation de ce qui a été fait au niveau des différents branches disponibles. D'accord ? On peut aller beaucoup plus loin au niveau d'avoir un historique complet. Donc là, ça prend un peu plus de temps, mais ça nous permet ainsi de voir toutes les branches disponibles, qu'est-ce qui a été fait au niveau des branches et depuis combien de temps ça a été fait. En plus de ça, on peut naturellement voir toutes les branches disponibles, ici la mienne, la master, mais je peux aller voir toutes les autres branches disponibles qui sont dedans. Ici, on a utilisé le Git Flow qui nous permet d'avoir des features supplémentaires et on aurait pu avoir par exemple des hotfix et autres. On peut également taguer ces branches, simplement avoir la visualisation des différents tags disponibles et finalement la partie des pull requests disponible avec les différents changements qui ont été faits. Cool. Alors en plus de ça, donc ici c'est la partie repo. La partie repo, elle est toute simple, c'est simplement avoir du code qui soit stocké quelque part. Ce code-là, maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de le builder, c'est de compiler, d'avoir quelque chose, un résultat de cette compilation. Avec cette compilation, ce résultat, on va vouloir aussi le déployer. Le déployer, c'est grâce à Azure Pipeline qui va nous permettre de builder notre code et de le déployer quelque part. On peut le déployer n'importe où. Microsoft n'a pas de difficulté à aller vers du Java, du .NET, de l'ASP, du vieil ASP d'ailleurs. Il va partout. Microsoft aime tous les développeurs et aime toutes les plateformes. Que vous soyez sur Azure, Amazon ou même en local, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera avec Azure DevOps. Ça marche aussi ça. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez votre code. Avec votre code, vous allez créer un build. Donc, le build, il va faire sa popote, il va aller chercher en premier tout le code source que vous avez sur votre répertoire, il va prendre ce code, il va le builder, avec le build, il peut aussi le tester, et une fois que c'est fait, à ce moment-là, il va créer un package avec tout ce que vous avez fait. D'accord ? Tout ça n'est pas automatisé. Vous avez des templates, Microsoft vous offre une multitude de templates différentes pour pouvoir s'adapter à votre code. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est que vous allez avoir envie de le déployer quelque part. Ici, on va prendre un cycle de release qui est avec une dev, une zone de test et une production. Donc c'est quoi ? C'est la dev, c'est là où les développeurs vont pouvoir faire leur pop-up pour savoir tester manuellement ou faire des tests automatisés pour savoir si ça se passe bien. Donc on fait quoi ? On déploie, on le met sur un serveur et puis après on run des tests automatisés ou manuels à bon vous semble pour pouvoir arriver à avoir quelque chose qui soit stable. Et une fois que c'est stable, vous allez en test dans la partie intégration. Donc là, on recommence le déploiement, on met ça dans une nouvelle zone et on vient tester tout ça. Une fois que tout est fait, on met ça en prod et on va boire des bières. C'est le plus important. Alors, Microsoft vous recommande d'avoir par solution un build. Il ne dit pas on peut en avoir plusieurs, mais le mieux c'est d'avoir une solution, un build. Essayez de limiter un maximum les projets, car grâce à Azure DevOps, vous avez aussi la possibilité de pouvoir stocker des NuGet packages directement dans Azure DevOps. Vous n'êtes plus obligé de prendre des licences supplémentaires ou d'avoir d'autres serveurs de storing de packages. Vous avez directement tout embeddé dans Azure DevOps. Que ce soit NuGet ou NPM d'ailleurs. Que ce soit NuGet, NPM, Maven ou Grubble, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, le résultat d'un build, ça doit être quelque chose de releaseable, c'est-à-dire que ça doit produire un résultat. Faire un build pour que ça ne produise rien, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, si ça produit bien sûr un nugget, que ça produise un exécutable, ça produise une DLL que simplement vous voulez partager entre vous, ça a plus de sens. Microsoft vous recommande de faire ça. Et la dernière chose, c'est essayer un maximum d'automatiser via la configuration as code. C'est-à-dire que vous pourriez faire des builds, c'est ce que Microsoft dit en YAML, pour pouvoir avoir simplement tous vos différents steps qui sont écrits en dur, et plus du clic, 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 clic. Ainsi, si jamais un jour vous voulez reprendre exactement le même build, vous avez simplement qu'à copier-coller le YAML et tout fonctionnera de la même façon. Alors, une petite démonstration. Denis, tu sais juste mettre la... Voilà. Alors, au niveau du pipeline, donc, on a plusieurs sections. On a la section build, celle-là, c'est simplement pour faire
de créer les builds. Dans les builds, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est de décrire step by step ce qu'on veut faire avec notre build. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà, dans un premier temps, lui définir quel type de machine doit builder la solution. Donc, c'est-à-dire, ici, on a pris hosted VSTS, c'est-à-dire que c'est une machine chez Windows, chez Microsoft, une Azure Machine, qui va contenir un Visual Studio 2017 dans ce cas-ci, mais Microsoft vous offre une multitude différente de machines, par exemple une hosted normale avec du Visual Studio, mais une version peut-être plus ancienne, un hosted en Linux Preview, vous avez du macOS pour ceux qui veulent faire du Mac, on a du Ubuntu, on a aussi des Windows Container, mais en plus de ça, vous pouvez, avoir votre propre agent de build. Donc, si vous avez une machine chez vous et que vous ne voulez pas dépasser les quotas, on reviendra là-dessus après, sur le niveau des quotas, vous pouvez aussi créer chez vous une machine de build qui vous permettra ainsi d'aller beaucoup plus vite dans certaines configurations pour builder certaines choses. Pourquoi c'est intéressant de faire des machines privées? C'est que lorsque vous allez faire, par exemple, vous avez des package nuggets, beaucoup de package nuggets dans votre solution. L'avantage d'avoir une machine privée, c'est que la machine privée, elle va garder un cache de ces nuggets. Sauf si, bien sûr, explicitement, vous lui dites « non, je ne veux pas avoir de cache ». Mais si vous gardez un cache, ça veut dire que lorsqu'il va commencer à faire le restore de vos packages, il va les voir en cache et il ne va pas le télécharger. Quand vous êtes sur les machines que Microsoft propose, Microsoft, à chaque fois que vous utilisez une nouvelle machine, il scratch la machine avant de la démarrer. Donc à chaque fois, vous avez toujours une nouvelle machine. Il y a toujours une procédure qui est faite, ça va très vite pour la créer, mais à chaque fois, vous êtes sûr d'avoir une machine qui est vide. Il n'y a jamais des données de quelqu'un d'autre qui seront dessus. D'accord? Alors, quand je vous dis Microsoft aime tous les développeurs, vous avez ici la possibilité, une fois que vous avez choisi la source de vos fichiers, de pouvoir choisir les steps, les différentes tâches à réaliser. Donc ici, vous avez toute la liste. Il y a tout est inimaginable, tout ce que vous voulez faire, de faire du MySQL, vous avez du Azure Key Vault, vous avez de la compilation, vous avez même du Bash ou de la commande line ou du PowerShell si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur. En plus de ça, vous avez un marketplace qui vous permet d'aller chercher plein d'autres fonctionnalités qui ne sont pas forcément nativement disponibles par Azure DevOps. Ça s'appelle marketplace, mais c'est quasiment toujours gratuit. Il y a très très peu de composants dans le marketplace qui sont payants, donc mais il s'appelle marketplace. Voilà. Et donc ici, par rapport à notre build, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape, ça va être simplement de définir sur la machine dans laquelle on va installer .NET Core SDK, parce qu'on a décidé que ce service était en .NET Core SDK. On va faire un restore des nuggets, on va builder, on va faire un publish, et on va finalement publier les artefacts. Donc, simplement, ici dans notre solution, je ne dis pas que c'est la meilleure, là, ça a bien été fait par Microsoft, puisque la démo a été générée par Microsoft, on a deux solutions dans le même projet. Ce qui est intéressant à regarder, c'est au niveau de chaque step, on a un view YAML. Donc, c'est quoi le YAML? C'est comme le Markdown, c'est une façon de décrire quelque chose de face en texte. Et le YAML vous permet simplement ici de dire, voilà, je fais une steps, et cette step, c'est quoi? C'est de faire une task, publish artifact. Donc, pourquoi ici c'est intéressant, c'est que vous allez avoir toute une bibliothèque de steps différentes qui sont disponibles et vous pourriez coder à la main votre build, ligne par ligne. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que vous pourriez ajouter à la volée des paramètres, ce qui va beaucoup plus vite pour faire la génération des builds. Je reviendrai là-dessus après. Alors, on peut également aussi exporter tout le pipeline qu'on a. Donc là, on revient sur pipeline, on a la possibilité de voir view YAML. Je suis d'accord avec vous. À premier abord, c'est imbuvable, mais c'est très utile. Lorsque vous voulez dupliquer le build, vous avez simplement à copier-coller ça dans un nouveau et ça fonctionne. Surtout quand vous avez des projets similaires. Vous avez déjà fait un projet, il est déjà compilé d'une certaine manière. Vous voulez faire un projet à peu près identique, vous reprenez les tâches. Voilà. Alors, en même temps, vous savez aussi mettre des déclencheurs, trigger en anglais. Les triggers, ils permettent de quoi? C'est de se dire que si jamais, par exemple, vous avez remonté sur une branche ou sur plusieurs branches, a fait un changement, il va automatiquement générer un nouveau build. L'avantage qu'on va en tirer, c'est par exemple, dans master, dans la branche principale, si on veut à chaque fois qu'il y a un changement qui arrive, on génère un nouveau package, ok, on va faire lancer un build automatique qui va générer le package. On peut aussi le faire de façon automatisée, tous les soirs, programmée, et on peut aussi dire qu'est-ce qui se passe lorsque le build est terminé. On peut lui ajouter certaines actions supplémentaires. En plus de ça, on a la partie releasing. Dans la partie release, on a quoi? C'est qu'est-ce qui se passe après, au niveau de notre package, une fois qu'il est écrit, qu'est-ce qu'on peut faire avec après? On va vouloir le publier. Donc, ça consiste en quoi? C'est simplement, ok, j'ai un build, j'ai un package qui a été généré, les artefacts ont été générés, et je voudrais en faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux en faire? Ici, on a toute une solution prête qui va nous permettre de prendre le package et de pouvoir le déployer où on veut. Que ce soit sur un website Azure, que ce soit en local chez vous, que ce soit sur une machine Docker, partout. Vous pouvez le mettre partout. Et
tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on a la possibilité de faire, c'est de pouvoir le détailler. C'est de se dire, voilà, j'ai une machine, par exemple, IIS chez un client, donc il est encore sur son machine physique, et j'arrive sur sa machine avec le package, je lui envoie le package. Le package est téléchargé automatiquement sur la machine. Je vais stopper l'IIS, le website et l'application pool. Je vais copier mes fichiers, je vais les déployer, et après je relance l'application pool, par exemple. Tout ça, on peut le faire step by step grâce au pipeline qui est ici, en lui disant, voilà, je commence ici par, dans ce cas-ci, déployer les ressources. Je viens faire l'ARM output. Donc l'ARM, pour information, c'est l'Azure Resource Management, qui nous permet de faire de l'infrastructure as code, c'est-à-dire que vous allez dire step by step, vous allez dire dans un fichier texte tout ce que la machine a besoin d'avoir. Ici, ça va être fait automatiquement grâce à Azure Pipeline. En plus de ça, après, il va simplement déployer une nouvelle Azure Function et il va déployer le Smart Hotel. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui. On peut également aussi automatiser qu'un release soit créé automatiquement. Lorsque, par exemple, un build est terminé, on peut lui dire, OK, lorsque le build, ici, sur la branche master, par exemple, il y a un build master, il ne l'a pas pris, on va mettre étoile, voilà. Étoile, c'est-à-dire qu'il prendra toutes les branches disponibles. Lorsqu'il y a un build sur cette branche, sur la branche, n'importe quelle branche qui a été faite à partir du build qui est ici, celui-ci, pardon, il va automatiquement créer une nouvelle release. La release, elle consiste en quoi? À venir ajouter des stages au fur et à mesure. Les stages, on peut en créer autant qu'on veut. Ici, le premier stage, ça peut être par exemple notre développement, mais on pourra avoir un stage qui soit exactement le même, qui sera notre integration. Et finalement, un dernier stage qui pourrait être la production. Qu'est-ce qui est intéressant en plus dans Azure Pipeline, c'est que vous allez pouvoir ajouter des gates de sécurité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des personnes qui doivent approuver vos changements, les changements lorsqu'ils sont faits. Donc ça veut dire qu'on a un manager qui veut absolument appuyer sur le bouton rouge pour aller dans l'environnement suivant, mais on va lui envoyer un email grâce au gate en lui disant voilà, ok, j'ai besoin d'un pre-deployment approval, je vais l'activer, je vais dire que ok, Denis Voituron est obligé de venir activer le bouton, et il va recevoir à chaque fois un email pour dire quand en dev ça s'est passé, il va recevoir un email, je veux bien valider mon environnement, voir s'il est bon, et ça va automatiquement déployer sur l'environnement suivant. Vous pouvez également envoyer des emails lorsque ça a été fini, donc là c'est des post-approval, et des gates de sécurité supplémentaires pour dire combien de temps minimum on laisse pour aller au stage suivant. On peut également ajouter d'autres tools qui sont disponibles dans le marketplace, qui sont par exemple de savoir si dans votre application vous avez eu sur Twitter plein de gens qui n'ont été pas contents de la nouvelle version que vous avez fait. Oui, il y a une version avec de l'A/B testing et il y a 50% des gens qui seront dans la nouvelle version et d'autres qui sont dans l'ancienne version. Si sur Twitter il y a beaucoup de gens qui se plaignent, à ce moment-là on va dire ok, il y a un problème, on revient en arrière. A l'inverse, si on voit sur Twitter qu'il n'y a rien eu, on peut aller mettre tout le monde en version avec la nouvelle version. Tout ça, il y a des plugins qui existent qui permettent de faire ce genre de choses. Alors, c'est plus facile comme ça. Vous allez aussi pouvoir dire que vous allez faire des deployment groups. Les deployment groups, c'est de faire des groupes de machines. Par exemple, vous voulez faire, comme tout à l'heure Arnaud expliquait, du Kubernetes. Vous pourriez dire, voilà, j'ai 4 nœuds Kubernetes et je veux déployer sur ces nœuds-là. C'est dans le deployment group que vous allez faire la configuration. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je voulais faire une parenthèse parce que tantôt il a fait une parenthèse pour nous. Et donc voilà. Alors. Parfait. Je te laisse la main. Oui. Alors, un autre module qui est disponible dans Azure DevOps, puisque vous voyez qu'on est en train de les passer en vue. Hein. Le module suivant, c'est le module qui se trouve ici en dessous, test plan. Ce module-là, il possède toute une série de fonctionnalités, comme son nom l'indique, pour faire des tests. Et qu'est-ce que c'est en termes de tests? Voilà les différents types de tests, on va dire supportés ou gérés par Azure DevOps. D'abord, tout ce qui est test unitaire. Ça, en règle générale, ça se fait plus par les développeurs et donc c'est automatisé dans les processus de compilation tel qu'Adrien vient d'en parler maintenant. Ensuite, il y a tout ce qui est test continu. Dans DevOps, ça va se faire également au niveau du build server. Ce que moi, il m'a intéressé ici, c'est beaucoup plus les aspects de test manuel et de test exploratoire. Test de charge, c'est aussi un projet disponible au niveau de Visual Studio ou alors des intégrations avec des outils externes. Mais ce qui est souvent intéressant lorsque vous avez des clients, c'est que il va falloir tester et eux, souvent, c'est manuellement, ils voudraient avoir ce processus de test.
Et donc les tests manuels, ils se comportent par l'intermédiaire de ce module test plan, dans lequel, lorsque je clique sur ce test plan, j'ai la possibilité de venir définir une série de plans de test. Et un plan de test, c'est quoi? C'est une série d'étapes, d'éléments. Si je clique sur un, vous allez voir d'ailleurs à quoi il ressemble. Voilà. En gros, c'est un work item classique, entre guillemets, sauf que le contenu, évidemment, est adapté au test. Et donc, on vient décrire tout ce qui doit être fait. Par exemple, cliquer sur l'icône de notification, attendre X secondes que la notification s'ouvre, etc. Donc, on décrit le plan de test classique, et au lieu de le décrire dans Word ou dans Excel ou dans ce que sais-je, on va le décrire directement dans l'outil, parce qu'on va pouvoir ensuite venir faire une exécution. En faisant play, on va pouvoir demander d'exécuter ce plan de test. Et donc, Azure DevOps m'ouvre une petite fenêtre qui va, en gros, me fournir les étapes et fournir aux développeurs ou aux testeurs, dans ce cas-ci plus exactement, la liste des étapes qu'il doit vérifier. Et donc on lui dit, voilà, il faut ouvrir telle application, il faut aller dans tel module, et il faut faire ceci. Et on lui donne le résultat attendu lorsque l'action est demandée. Et puis là, il a le choix de dire, OK ou pas OK. OK, je le mets en vert, pas OK, je le mets en rouge. Et je peux dire pourquoi. Et je passe toutes les étapes. Ça, c'est typiquement un plan de test. Si jamais, évidemment, il y a un problème, on a la possibilité, dans ce cas-là, de venir faire une création et une génération de bugs. Voilà, ici au-dessus, on peut venir faire un create bug, et on retrouve à ce moment-là l'écran, entre guillemets, classique qu'on avait tout à l'heure pour pouvoir faire la création d'un bug. Ça, c'est ce qui existe, et vous avez vu qu'on retrouve toutes les étapes, d'ailleurs, décrites juste en dessous. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait en termes de tests planifié, je dirais, un plan de test classique, et on le définit avec le client, on le met en place, on lance le structure, et ça permet d'avoir un suivi en tout cas, et d'avoir une historique vraiment de quand il a été fait, qui l'a fait, quels sont les bugs qui ont été créés, et ainsi de suite. Maintenant, il y a un autre type de bug qui arrive régulièrement, un autre type de test, qui arrive régulièrement, c'est que le client, lui, il ne sait pas, il ne veut pas suivre un plan de test bien défini, il veut en gros jouer avec le système, et puis commencer à regarder si tout fonctionne comme il faut. Mais pour faire ça, tu m'as mis le bazar en full screen ici, c'est ça? Ouais, F11. Voilà. Pour faire ça, il existe une extension disponible pour Chrome et Firefox, une extension gratuite, qui est ici, qui s'appelle Test and Feedback. Il suffit d'installer, vous avez une nouvelle icône. Et cette icône, elle va permettre de démarrer ce qu'on appelle des tests exploratoires, c'est-à-dire on a un petit bouton play, on dit voilà, je commence des tests. Mais je ne sais pas ce que je fais, je commence à jouer avec le truc, donc je vais aller voir là-bas ce qui se passe, je vais cliquer sur cette icône-là, c'est ceci qui s'affiche, etc. Et puis je me dis, là il y a un truc qui ne me convient pas. Donc je reviens sur mon icône ici en haut à droite, et là j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux faire une capture d'écran à la main, je peux même faire un enregistrement vidéo de la petite zone que je suis en train de montrer. Et j'ai la possibilité aussi de demander de créer un bug ou de créer une nouvelle tâche. Une tâche étant, ça n'a pas été défini au départ. Un bug, c'est, on avait dit qu'on faisait ça, ça n'a pas été le cas. Et donc dans ce cas-ci, par exemple, je peux demander de créer un bug. L'avantage, c'est qu'il m'affiche automatiquement des captures d'écran à chaque fois que j'ai cliqué ou à chaque fois que j'ai changé de page. Donc ça me permettra, moi, en tant que dev, d'avoir le parcours complet de tout ce qui a été fait. J'ai juste, en tant que client, en tant que testeur, simplement besoin de mettre le libellé, test DD 2018. Il va faire une petite recherche pour voir si dans la base, il n'y a pas déjà quelque chose qui possède ce nom-là, quelque chose de similaire. Si ce n'est pas le cas, je demande de l'enregistrer. Et puis je continue à tester mon process. Et donc ça me permet de, directement ici, c'est ce que je viens de faire, créer board query, créer un bug. Et si j'essaye de retrouver ce bug, dans les queries, je vais aller voir, d'abord peut-être dans les work items, je vais demander la requête des bugs créés récemment, des work items créés récemment, et donc comme il a été créé à l'instant, évidemment il est en tête de liste test DD 2018. Si je clique dessus, je vais retrouver tout le détail de ce que je viens de faire, tout ce qui a été présenté est ici, avec chaque écran mis en pièces attachées, et donc je vais pouvoir retrouver la partie précédente, la partie suivante, donc vraiment faire le parcours comme si j'étais l'utilisateur. Et en plus de ça, dans le détail de la description, je retrouve un peu plus bas, dans Système Info, toutes les informations système que le composant, que dans ce cas-ci Chrome, a pu récupérer. C'est-à-dire on voit la version de Chrome, la langue qu'il utilisait, la résolution de son écran, s'il a la capacité de récupérer la mémoire vive, etc. Donc on a des infos techniques, encore une fois, qui peuvent être évidemment utiles pour le développeur. Donc ça représente un peu les différents types de tests, et c'est souvent tests manuels, tests exploratoires qui sont utilisés par les clients, tests unitaires continus et de charge, c'est souvent plus par les développeurs lors de la phase des tests unitaires ou des tests de charge par après. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer, plan de test et test exploratoire.
Donc, pour résumer, un plan de test c'est déclaré sur base d'un test plan, chacun étant composé de test cases, comme on les appelle, et chaque test case est composé d'étapes. Ensuite, vous avez la possibilité de les classer par des tests de type statique, basés sur des requêtes. Et donc ça, les requêtes, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir définir des plans de test associés à des work items, par exemple à une tâche. Et quand vous créez la tâche, vous allez directement pouvoir définir dans Azure DevOps, directement définir quel est le plan de test associé pour tester la tâche. Et donc ensuite, quand vous voulez exécuter les tests, vous avez juste besoin en gros de créer une requête sur base des différentes tâches. Ça va vous donner la liste des différents tests associés à ces tâches. Et vous appuyez sur le bouton play comme je l'ai montré, et tout va s'exécuter, tout va démarrer de manière quasiment automatique. Il n'y a plus qu'à suivre le système. Okay. Et le dernier module, c'est Azure Artifacts. Azure Artifacts. Donc Azure Artifacts, ça va permettre de stocker vos packages, Nuget, Gramble, il y avait Maven, Gradle, Python, NPM, mais aussi de façon générique, vous pouvez aussi mettre des zips qui vont être utilisés et récupérés à partir d'Azure Artifacts. Alors, il y a une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Là. Le mot de passe, c'était « Je suis une licorne », hein, on est d'accord. Ça, c'est pas bon. Quelqu'un a cassé le DVD. Il ne reste plus que 5 minutes. 5 minutes. Bon, il y a plus? Non. C'est jusqu'à quelle heure? 15. Ah oui. Bon, on va passer celui-là alors. C'était juste pour vous montrer que ici vous avez la possibilité de Artifacts, c'est le dernier. retrouver les artefacts, d'avoir des packages disponibles. Et le plus gros avantage, c'est que vous allez avoir, si vous cliquez sur le package en question, récupérer la possibilité facile de configurer votre Visual Studio, soit en récupérant un nugget, downloader le nugget et récupérer automatiquement les providers, les credential providers, ou alors de pouvoir reprendre l'URL et de la stocker directement dans votre nugget. Ça vous donne vraiment un NuGet serveur ou un NPM serveur, je dirais, pour l'appeler comme ça, sécurisé puisqu'il faut s'authentifier via login password, donc il est propre au projet ou du moins à la société. Et vous pouvez même le lier à des NuGet existants. Donc si vous voulez récupérer en quelque sorte une partie d'Internet pour pouvoir récupérer des paquets de NuGet serveurs qui existent déjà, vous pouvez le relier au serveur, il va récupérer automatiquement les mises à jour, toutes les nuits par exemple, et vous aurez tout ça à ce moment-là en local. C'est parfois plus pratique pour la société d'avoir tous les packages NuGet NPM en local. Cool, merci Denis. Ça me permet d'aller plus vite pour la suite. Donc, alors, si vous vous rappelez de l'actualité, au mois de juin dernier à peu près, Microsoft a racheté GitHub. Beaucoup de gens se sont dit « Merde, mon code qui était dans l'open source va être chez Microsoft, ça ne va pas ». Juste une parenthèse, Microsoft hébergeait déjà les serveurs GitHub. Donc si vous pensiez que Microsoft allait prendre votre code, il l'avait déjà pris avant, mais il n'en faisait rien. Alors, juste pour vous donner un petit feedback, depuis qu'ils ont sorti Azure DevOps il y a quelques mois d'ici, ils ont créé en même temps sur GitHub un plugin supplémentaire qui s'appelle Azure Pipeline, qui vous permet de pouvoir lier dans GitHub vos projets pour pouvoir faire de la compilation gratuite et à volonté à partir d'Azure DevOps. Donc voilà. Qu'est-ce que ça nous coûte? Rien. On le voit, hein, rien. C'est-à-dire, en gros, c'est les entreprises, on dit qu'ils sont à ce niveau-là, au-delà de 5 utilisateurs qui vont devoir débourser. Et encore, pour une entreprise, 6 € par utilisateur par mois, par rapport à tout ce qu'on leur offre, c'est quand même pas énorme non plus. Surtout que tout est intégré. C'est ça, je dirais, l'avantage très important par rapport à Azure DevOps, c'est que tout est intégré. Si vous prenez la partie online, vous n'avez rien à configurer, rien à maintenir, tout se fait automatiquement. Si vous avez peur de savoir où se trouve votre code, vous pouvez même choisir sur quel continent vous voulez le placer. Donc par exemple dire je veux que mon code reste en Europe, et contractuellement Microsoft vous donne tout ce qu'il faut en termes de garantie. Bon, évidemment après il faut avoir confiance, mais pour pouvoir garantir que votre code ne sera jamais utilisé que par vous en quelque sorte. Mais donc de manière gratuite, tout utilisateur pour des projets de type open source, donc connexion à GitHub, vous pouvez utiliser l'entièreté du système, y compris les serveurs de build. Alors ce sont exactement, mais on va le voir sur le slide d'après, les mêmes outils utilisés par Microsoft en interne, et donc les serveurs de compilation, ce seront les mêmes aussi. Alors, pourquoi, personnellement, moi j'ai utilisé Azure DevOps pour mes projets de mon indépendance, c'est que
La confiance que j'ai au niveau de Microsoft, elle est parfois restreinte parce que je sais qu'il y a la règle, et Tos n'est pas là malheureusement, un autre ami qui nous dit toujours si Microsoft arrive à tenir un projet pendant 3 ans, c'est que le projet va être périn. Ici, Microsoft utilise Azure DevOps, anciennement Visual Studio, anciennement TFS, depuis des années. Et ce qui, moi, me fait le plus plaisir quand je vois ça, c'est le nombre de déploiements par jour qui est utilisé par Azure DevOps. 78 000 déploiements par jour. C'est-à-dire que 78 000 fois par jour, Microsoft sort des nouvelles fonctionnalités. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est qu'ils ne se sont pas arrêtés à se dire « Ok, il y a quelqu'un qui doit appuyer sur un bouton pour le faire ». C'est 78 000 fois de façon automatisée, Microsoft déploie de nouvelles choses. Que ce soit dans Office 365, que ce soit dans Azure DevOps, puisque Azure DevOps fait de l'inception. Il utilise Azure DevOps pour s'auto-déployer. Donc jusque-là, c'était pas mal, et pas mal de choses différentes. Alors, on arrive déjà à la fin. C'est dommage, ça va trop vite. Oui. C'est le temps qui va trop vite, pas nous. Par où est-ce qu'on peut commencer? Déjà, vous pouvez vous rendre sur azure.devops.com, devops.azure.com, pardon, et ça va vous permettre, si vous n'avez pas encore de compte Azure DevOps, d'en créer un gratuitement et de pouvoir vous faire les dents dessus. Mais un peu plus intéressant, un peu plus façon DevOps, vous pourriez commencer déjà par, si vous n'avez rien, si vous avez encore vos vieilles disquettes pour partager le code entre vous, de déjà commencer par contrôler votre source. C'est important, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas encore. Ensuite, c'est aussi d'avoir quelque chose où vous allez vers une production d'un livrable. C'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous allez faire un code, vous allez essayer de le compiler de façon automatisée. Vous allez aussi créer des work items pour suivre ce que vous allez faire, pour avoir une planification, une vision de ce qu'il va y avoir dans votre futur, d'avoir votre objectif. C'est aussi de se dire qu'en équipe, on a une definition of done. C'est ensemble, on a la même vision de comment est-ce qu'un produit est terminé, à quel moment il est terminé. De commencer à avoir une intégration continue. Step by step, on va commencer à déployer automatiquement et plus manuellement. Les serveurs RTC, ça disparaît. D'essayer d'automatiser les déploiements. Au moment où on a fini son intégration, qu'elle est déployée quelque part, on peut aller encore plus loin, d'aller automatiser vers la production. Fini la test, la int, la prod, on va directement en prod. On s'arrête de commencer à regarder environnement par environnement. Finalement, tester ces déploiements de façon manuelle et automatisée. Monitorer comment ça s'est passé, et surtout c'est de recommencer, de continuer à s'améliorer et de recommencer à zéro à chaque fois, de se dire comment est-ce que je peux m'améliorer. Et finalement, vous gagnerez des bières, beaucoup de bières. On n'est pas obligé de boire tout le temps non plus. Ah si, on est en Belgique quand même. Alors, merci d'être venu. Avez-vous peut-être des questions? De toute façon, on reste ici, mais oui. C'est-à-dire si c'est gratuit ou non? C'est gratuit. Si je reviens sur le slide... Oui, ça doit exister, mais je ne connais pas les détails. Donc ça, il faudrait voir effectivement avec Microsoft. Mais je sais qu'ils ont des plans académiques qui existent pour tout ce qui est licence d'ailleurs, y compris, ne fût-ce que les abonnements MSDN par exemple, pour avoir les accès. Donc on l'a montré, mais MSDN vous donne automatiquement un accès complet à la plateforme, sans limitation, je vais dire, à ce niveau-là. Donc ça doit certainement exister, mais je n'ai pas ni les prix, ni les coûts exacts par rapport à ça. Sinon, le monsieur qui est ici pourra vous aider. Stéphane connaît bien cette partie-là. D'autres questions? Non. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez ou des questions, on est là. Ah, oui, une question. Pour la feature test plan, en fait, il n'y a pas de limitation côté testeur, donc avec l'extension Chrome, par exemple. L'extension Chrome, non. Il y a une limitation en termes d'accès pour ce qu'on appelle des stakeholders. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a dans les différents types de licences la possibilité de créer ce qu'on appelle des stakeholders, donc des personnes qui ont accès à tout ce qui est tâches, work item, et donc pour suivre un petit peu où on en est en termes de projet. Mais là, ils n'ont pas accès à ce moment-là à l'aspect test pour pouvoir faire l'exécution de test. Pour pouvoir faire le test, il faut avoir en gros une licence, donc il faut être dans les cas de soit 5 utilisateurs fournis de base, soit d'avoir des licences MSDN ou des licences à 6 € par mois, quoi. Mais le composant Chrome, lui, il n'y a aucune limitation, puisque dans ce cas-là, c'est une extension gratuite, et on crée un bug dans le module auquel même les stakeholders, donc même gratuitement, ils ont accès. Et il n'y a pas de prix à devoir payer pour ce module de testing. Alors une petite précision, une dernière. Ici, vous avez azuredevopslab.com,
qui est un site web qui a été mis en place par Microsoft et qui vous permet d'avoir des templates comme le nôtre qu'on a utilisé aujourd'hui générés, mais aussi pas mal de cases. Par exemple, si vous voulez faire du continuous delivery, Ouais, il va vous montrer step by step, click by click, ce qu'il faut faire pour arriver à ça. Que ce soit par exemple en YAML ou vraiment avec le designer visuel. Donc moi, ce que je vous conseille, juste pour terminer, au départ, en général, c'est juste pour essayer, créer un compte. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait aussi, des comptes à part, je veux dire, de test, juste pour s'amuser, entre guillemets. On associe une adresse email à ça. On peut en avoir plusieurs, hein, des projets. Mais ça vous permet en tout cas de tester l'entièreté des fonctionnalités, de jouer un petit peu avec tout et au moins vous regardez si ça correspond vraiment à vos besoins, quoi. En tout cas, ça fait partie des meilleurs, entre guillemets, outils de type ALM au niveau mondial. C'est pas moi qui le dis, c'est Gartner qui le dit dans ses derniers rapports. Donc, il y a certainement à creuser derrière, mais encore une fois, c'est plus parfois une question d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui est disponible, comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est surtout une intégration, à mon avis, qui peut être intéressante derrière ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonne session continuation supplémentaire à l'intérieur du DevD. Et à bientôt en tout cas.